À quoi ça sert d'être un méchant? Pourquoi il nous terrifie ou nous fascine? Et qui est le méchant des plus méchants des méchants? Alfred Hitchcock disait « Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film ». Car oui, que serait la première trilogie Star Wars sans Dark Vador? Psychose sans Norman Bates? La petite sirène sans Ursula? Ou pire, Dracula sans Dracula? Pour ce premier épisode, nous allons juger la cruauté de 5 vilains. Pouvoir, ambition, terreur méritent-ils d'être classifiés comme des ennemis des gentils? Et j'ai pris le soin d'avoir au moins un monstre, une sorcière, une personne humaine, un moldu, et un personnage animé. Le premier candidat à passer, c'est un monstre des studios Universal, un successeur de la momie et de Frankenstein. La créature du lac noir. Qui est cette créature? Pourquoi fait-elle peur? Les Américains l'ont découverte dans un film en noir et blanc et en 3D. En 1953, long métrage de 79 minutes réalisé par Jack Arnold. L'étrange créature du lac noir, ou plutôt du lagon noir, raconte l'expédition scientifique qui va s'approfondir par la découverte d'un animal humanoïde et aquatique dans un lac réputé dangereux de l'Amazonie. 2 hommes vont porter la combinaison en caoutchouc de ce monstre. Ben Chapman pour les scènes terrestres, les scènes où il marche, et Rico Browning, un plongeur dont celui qui est sous l'eau pour faire de l'apnée pendant 4 minutes. Et il l'interprétera dans les 2 suites, contrairement à Chapman. Je le précise parce qu'ils n'ont pas été crédités au film. La première apparition de cette créature est indirecte, à travers la main enterrée d'un congénère, humain palmé, très large et griffu. Puis une vraie arrive, au bord du lac, celle du lagon noir. Cherche-t-elle à nous faire peur? Car les Américains la voyaient en 3D. Ou désire-t-elle nous créer de la peine, car sa vie va être mise en danger par les scientifiques, puisqu'ils prennent conscience de sa présence, d'une espèce évoluée, le chaînon manquant entre l'homme et le poisson. Mark Williams désire l'étudier, mort ou vif. Son confrère David pense qu'il serait mieux vivant et milite pour le laisser tranquille. Mais la créature du lagon est très dangereuse. Elle tue tous les hommes qu'elle trouve. Ses mains palmées massacrent et sa peau résiste à beaucoup de blessures. Mais quand elle est emprisonnée, elle réussit à s'échapper grâce à grande force. Mais cet homme poisson est ambigu. Pas si sanguinaire que ça, car il est tombé amoureux de Kay, la fiancée du pacifiste David Reed. Il ne manquera aucune occasion pour l'enlever. Un amoureux très collant. Il est temps de noter cet homme branchiche. 4 critères vont nous aider à déterminer son niveau de méchanceté, avec 5 points chacun. Entrons dans le vif du sujet avec le premier barème, le pouvoir ou capacité. Ce que l'on reconnaît chez le Gin Man, c'est sa grande capacité naturelle à nager dans l'eau et d'y vivre sans respirer. Ce qui le rend difficile à capturer par les humains, sauf dans le 2e opus, la revanche de la créature. Mais il faut ajouter aussi sa force qui lui permet de briser les barreaux ou les déplacer. Échappatoire hors cadre dans le premier film. Mais ce qui en fait encore plus un monstre puissant, c'est sa peau qui le protège des blessures et peut-être même une capacité d'auto-guérison rapide. À la fin, il semble mort, mais la suite du film révèle que ce n'était qu'un au revoir. Je lui donne 5 étoiles, car ses pouvoirs lui permettent de sortir de tous les pièges et le rendent difficile à suivre. Résistance. Sa peau et son auto-guérison font de lui une créature qui a une grande capacité de résistance, mais il n'est pas assez fort pour supporter un somnifère. Puis il est tenace, borné à son vœu de capturer Kay, ce qui prouve qu'il ne recule devant rien, même si ça en fait un stalker. Encore 5 étoiles, parce qu'il n'est pas mort et il est un dur à cuire. Terreur. Est-ce qu'il inspire la terreur dans le regard des hommes et des femmes? Oui. Kay est celle qui crie le plus dès qu'elle le voit, au point de ne jamais le toucher, ce qu'on attendait des rôles féminins à l'époque. Mais sa frayeur révèle le potentiel monstrueux et terrifiant de l'homme branchi. Les victimes de ses griffes et de sa force auront le même réflexe, que des cris. Physiquement, ses grandes mains palmées sont impressionnantes, presque comme des ventouses mortelles. Quand il est dans l'eau, l'ombre profonde de ses yeux et de sa bouche le rendent plus effrayant, lui retirant tout trait humanisant. Mais le reste de l'équipe n'en semble pas impressionné pour autant. Pour certains, il n'est qu'un monstre de foire, un spécimen à analyser. Il est assez décevant de le voir dans des scènes terrestres, car sa démarche est assez disgracieuse et pas effrayante. Donc je lui donne 2 étoiles sur 5. Cruauté.
Un dernier point monstrueux, la cruauté. S'il y avait un élément pour lui donner un rôle de gentil, c'est de ne pas blesser la seule femme du film. Sinon il tue quand il le peut et sans réel motif. 4 étoiles. Et j'ai rajouté une autre catégorie en réaction à un propos du dessinateur et scénariste Dobbs dans son livre « Méchants, les grandes figures du mal dans la pop culture ». Je cite « Le public adore les méchants en général, car, à travers eux, il endure, éprouve, subit, souffre et exprime des émotions fortes. » Fin de la citation. Et je rajoute aussi les propos du psychologue Jérémy Garin dans La psychologie des méchants. Je cite « Entre guillemets, le vilain, dans sa profonde liberté, nous rappelle ce qui est enfui en nous et nous soumet l'idée qu'il est possible d'assouvir toutes les tentations. Mais nos structures psychiques nous l'interdisent. » Fin de la citation. Donc, j'ai décidé de m'intéresser à leur part humaine, leur part attachante, mais une catégorie à part, pour la différencier de leur malveillance. Catégorie humanité. Sa part humaine, que l'on peut reconnaître en lui, c'est le coup de foudre qu'il a pour Kay. Il danse même avec elle dans l'eau, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Il vit seul, apparemment, et l'on peut comprendre son besoin de compagnie. Mais il est difficile d'avoir de la tendresse pour sa passion amoureuse, car il ne cesse de l'enlever. Sa solitude et sa singularité sont encore plus importantes pour se reconnaître en lui, car jusqu'à la fin, David Reed pardonne ses crimes et le laisse mourir dans l'eau, au lieu de se servir de son corps pour faire des expériences afin d'étudier un lien probable entre l'homme et le poisson. En comparaison, la première saga cinématographique de la planète des singes, où des humains sont enlevés par des singes évolués pour des projets scientifiques, est sortie en 1968, soit 12 ans après le film L'étrange créature du lac. À cause de son besoin incessant d'enlever Kay et de tuer des hommes sans les laisser se défendre, de manière arbitraire, je lui donne 2 cœurs sur 5. Moyenne 16 sur 20 et 2 cœurs. Passons au méchant suivant. Un méchant de conte de fées. Le grand méchant loup. Petit résumé, le loup est un animal qui est présent dans plusieurs contes de fées, dont le plus célèbre est celui du petit chaperon rouge. Les studios Disney vont s'inspirer avec ce grand méchant dès 1933, avec les 3 petits cochons, et l'année suivante avec le grand méchant loup. Et encore d'autres aventures, dont une partie de polo avec Mickey, Donald, et pour n'en citer qu'un des plus prestigieux, Charlie Chaplin dans Mickey's Polo Team. Récompensé d'un Oscar du meilleur court-métrage d'animation, Les 3 petits cochons, réalisé par Burton Gillette, suit la petite mésaventure de 3 petits cochons, Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf. Le loup veut les manger, mais seul Naf Naf est prévoyant et se construit une maison en briques pour se protéger de ses crocs, quand ses 2 frères insouciants fabriquent des maisons en paille et en brindilles. Le plus prévoyant va les recueillir. Sa construction ne cède pas sous le puissant souffle du loup. Dans Le grand méchant loup, les 2 petits cochons n'ont toujours pas appris de leurs erreurs et accompagnent le petit chaperon rouge dans les bois pour rejoindre sa grand-mère. Encore une fois, Naf Naf trouve la solution. Allez, les points. Pouvoir. Ce qui donne de la force au loup, c'est sa faim, bien sûr, mais aussi son souffle, son puissant souffle. Mais ce n'est pas assez pour détruire la maison de Naf Naf. Il a aussi une capacité qui n'est peut-être pas mise en évidence, c'est celle de se travestir, au point de tromper la vigilance du petit chaperon rouge, quand il se déguise en grand-mère, et quand il est en bergère dans 3 petits loups, et en sirène dans Le cochon pratique. Mais ce n'est pas assez pour tromper Naf Naf, quand il vient frapper à sa porte pour lui vendre des brosses. Le déguisement a ses limites. 2 étoiles. Résistance. Il est persévérant, même s'il n'arrive pas à détruire la maison de Naf Naf. Il cherche une nouvelle manière d'entrer. Mais il a la difficulté à tenir sur la longueur. Son souffle perd très vite en puissance. 2 étoiles. Terreur. La peur qu'inspire le grand méchant loup est à géométrie variable. Quand Nif Nif et Nouf Nouf entendent les alertes de leurs frères, ils rient et chantent une chanson se moquant du grand méchant loup. Dans l'épisode suivant, ils réduisent le loup à sa capacité de souffler, pour convaincre le petit chaperon rouge d'emprunter le raccourci vers les bois. Mais quand la bête noire apparaît dans sa forme véritable, tous prennent peur. Je lui donne tout de même 1 point en plus pour avoir effrayé les enfants dans les contes et les jeux. 3 étoiles. Cruauté. Là, je lui donne le maximum, 5, car il veut manger tous les 3 cochons, le petit chaperon rouge et la mamie. Il n'y a pas plus cruel. Humanité.
Là où l'on se reconnaît en Loulou, c'est qu'il a besoin de manger et qu'il est pauvre. Son pantalon est rapissé et il fait tout son possible pour manger. Son instinct lui permet de réfléchir à toutes les opportunités et son imagination l'aide aussi. Mais peut-être qu'il devrait manger des légumes. Et un autre point que je trouve plutôt tendre chez lui, c'est qu'il n'a pas peur de se travestir, de jouer avec sa barre de féminité, prêt à séduire Nif Nif et Nouf Nouf en tant que sirène et bergère. Ça lui donne un bon point en plus. Enfin, des cœurs. 3 cœurs. Moyenne, 13 sur 20 et 3 cœurs. Avant de passer à la troisième personne, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça permet aux algorithmes d'avoir un rythme. Du tango, du cha-cha-cha. Amy Dunn. Je crois que c'est Dunn. Amy Dunn. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est la méchante du film Gone Girl de David Fincher, sorti au cinéma en 2014. J'ai regardé le film pour l'occasion. Tout ce que je savais, c'est qu'Amy, interprétée par Rosamund Pike, faisait croire que son mari, Nick, joué par Ben Affleck, l'avait tué. Ce n'était pas la première fois que Rosamund Pike jouait une méchante. Son premier rôle était une ennemie de James Bond dans Meurt un autre jour en 2002, en prenant les traits de Miranda Frost. Et pour ma part, je l'ai découverte dans Le Mal en elle, en 2015 dans le film de Fouad Mekati, un rôle féminin très dérangé. Pour son incarnation d'Amy Dunn, son rôle est très perturbant. Imaginé par Gillian Flynn dans son roman Les Apparences, et qui sera la scénariste du film de Fincher, l'épouse de Nick décide de disparaître lors de leurs 5 ans de mariage. Nick est alerté par son voisin, car la porte de la maison est restée ouverte. L'époux entre et découvre la table basse en verre renversée et brisée. Un inspecteur et un agent répondent à son appel et trouvent des traces suspectes, du sang et un fer à repasser non éteint. Rapidement, tout porte à croire que Nick s'est débarrassé du corps d'Amy. Et comme le stipule le titre du livre et de la version québécoise, tout n'est qu'apparence. Amy est partie d'elle-même, raccourcie, changé de couleur de cheveux, porte des lunettes, pour qu'on ne la reconnaisse pas. Elle va finalement revenir pour des raisons très tordues, et sauver ainsi son mari de la chaise électrique. Venons aux capacités machiavéliques d'Amy Dunn. Pouvoir. Il suffit pas d'être une créature des fonds marins ou un loup des contes de fées pour avoir des pouvoirs. Ceux d'Amy sont humains, mais pervers. Le plus naturel, c'est son imagination. Elle-même exploitée par ses parents pour servir à la création d'un livre pour enfants, l'épatante Amy, inspirée de son enfance en travestissant son parcours, il est naturel qu'Amy comprenne l'importance d'inventer des histoires avec sa propre vie. Pour convaincre que son mari est un homme très violent, elle rédige un journal intime. Pour qu'un jour la police se serve de cette phrase, « Cet homme pourrait me tuer ». Sa créativité lui sert beaucoup pour changer ses plans. Quand on lui vole les liasses qu'elle avait cachées sur elle, elle trouve une autre solution, se réfugier chez son ex sérieux et possessif Daisy Collins, interprété par Neil Patrick Harris. Mais quand Amy entend son mari supplier son retour sur la chaîne nationale, elle change ses plans pour faire passer son ex pour un VIOLEUR. Son autre pouvoir est sa capacité à se faire du mal pour servir son scénario. Plusieurs fois, elle est capable d'une grande violence physique pour se faire passer pour une victime. Pour sa grande créativité, son don pour la comédie et ses souffrances infligées, je lui donne 5 étoiles. Résistance, 5 étoiles parce que rien ne l'arrête. Terreur, 1 étoile. Parce que son mari retourne avec elle. Mais je lui donne 1 point parce que personne n'aimerait rencontrer une femme comme elle. Cruauté. Amy ne recule devant rien. Elle manipule sa voisine. Elle fait tout son possible pour que son mari soit vu comme un tueur. Elle tranche la gorge de son ex Daisy. Son mari aurait pu être condamné injustement. Et surtout, on ne la voit jamais avoir de la peine pour ses victimes. Sans surprise, 5 étoiles. Humanité. 2 parts de son humanité vont permettre de sauver son mari. Même si les choses auraient été bien mieux si elle avait accepté l'infidélité de Nick. Ce que je trouve touchant chez elle, c'est qu'elle déplace toujours le post-it qui signale le jour de sa mort, le déplaçant de mois en mois. Comme si elle attendait que son mari témoigne de son amour. Et c'est ce qui va arriver, elle va revenir pour ça. Car au fond, tout ça n'est qu'une histoire de vengeance, parce qu'il l'a trompée avec une femme plus jeune. Mais aussi parce qu'elle a donné beaucoup pour lui. Elle lui a offert un bar, elle a quitté New York pour lui.
Donc son infidélité est vue comme une grande trahison et elle doit se venger. Elle ne mérite pas 5, 4 ou 3 cœurs, parce qu'il y a beaucoup trop de victimes et aucune empathie. Donc la moyenne pour cette méchante est de 16/20 et 2 cœurs. Quatrième méchant, Rasputin. Qui ne connaît pas le moine Grigory Rasputin, le conseiller du tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra Féodorovna. Cet homme au regard hypnotique, cet homme avec la longue chevelure et sa longue barbe noire, c'est un méchant populaire, ayant une chanson pour se souvenir de lui, et traverse quelques fictions en tant qu'antagoniste. Hellboy, Kingman. Mais l'enfant que j'étais l'a connu grâce au film d'animation Anastasia, un méchant des studios de la Fox Animation. Dans Anastasia, il apparaît lors d'un bal en l'honneur des 300 ans de règne de la famille Romanov. La cour est effrayée, et le tsar, père de la princesse, ordonne son renvoi. Mais l'ancien guérisseur envoyé au départ pour aider le fils héritier Alexis à ne plus souffrir de son hémophilie est devenu un ennemi de l'Empire. À la manière de Maléfique de la Belle au Bois dormant, Rasputin lance une malédiction sur la famille. Ils ne passeront pas le mois. Mais Anastasia échappe au sort du méchant et 10 ans plus tard, elle recherche sa famille à Paris. Son retour au palais, avec une belle chanson, réveille le reliquaire qui concentre une forte magie noire et retrouve Rasputin, qui errait dans les souterrains, ou une autre dimension, suite à sa chute dans la rivière, après avoir tenté de rattraper la princesse en 1916. Pouvoir. Quels sont ses pouvoirs? Il faut être direct, Rasputin n'a pas de pouvoir en lui. C'est un reliquaire qui les possède, et qu'il a obtenu en donnant son âme. Il le surnomme même son vieil ami. C'est une collaboration plus qu'une maîtrise. La magie noire veut la destruction, et elle est bien contente d'avoir trouvé en Rasputin un associé. Pour autant, on peut dire que le moine sait se servir de ce reliquaire pour effrayer. Et lors de sa deuxième tentative, Anastasia aurait bien pu partir, et Rasputin aurait gagné. Donc, 3 étoiles. Résistance. Il est intéressant de rappeler que le vrai Rasputin avait survécu à un coup de lame dans l'estomac en 1914, et 2 ans plus tard, à des empoisonnements avant de succomber à des coups de feu. Dans le film, il est immortel, perd parfois des membres de son corps, et son esprit est parfois sujet à la déprime. Sa chauve-souris Bartok l'aide souvent à reprendre du poids de la bête. 3 étoiles. Terreur. Sa première apparition donne le ton. C'est un homme qui attire les ténèbres, au point que les lumières du bal s'éteignent, et les gens autour de lui s'écartent en sa présence, la peur dans les yeux. Ce qui le dessert, c'est plutôt sa chanson, au plus fort de la nuit, qui donne plus envie de chanter que de pleurer de peur, contrairement à la chanson de Scar dans Le Roi Lion. Dans sa deuxième tentative, il nous a avertis qu'il va être plus cruel et nous fait mal aux oreilles en faisant grincer son reliquaire. La grande preuve de l'effroi qu'il inspire, c'est quand il impose le rêve cauchemardesque à Anya, et quand elle sort en disant que les Romanov meurent, ça lui fait peur. Au moins un point en plus. Et vous-même, vous avez choisi dans un sondage que le Rasputin était plus effrayant que le grand méchant loup. 64%. Merci aux votants. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à un nouveau sondage. Qui contre qui? Revenons à nos moutons. Pourtant, je ne lui donne pas le maximum parce qu'Anastasia n'est pas très effrayée quand elle le voit de face. 3 étoiles. Cruauté. Elle est assez limitée. Il ne s'arrête qu'à la famille Romanov, alors qu'il pourrait utiliser la magie noire pour dominer le monde. Humanité. Ce qui me fait dire qu'il est humain, c'est quand il est malheureux, qu'il a le blues. Rappelant à nous tous que nous avons parfois des moments d'incertitude face aux échecs. Mais je lui retire des points parce qu'il s'en prend à des enfants et Anastasia, au fond, ne lui a rien fait. Donc, 2 cœurs. La moyenne est de 12. Maintenant, le dernier personnage, qui est Kim Kardashian. Bon, en vrai, c'est pas elle. C'est son personnage qu'elle joue dans American Horror Story Delicate, la saison 12. Siobhan Corbin. Dans cette histoire, elle joue la meilleure amie et l'attachée de presse d'Anna, jouée par Emma Roberts, qui connaît le succès grâce à un film nommé The Author et qui lui permettrait d'avoir un Oscar. Et Siobhan fait son possible pour que Anna gagne cette récompense.
Mais en échange, elle doit lui donner son bébé. Car Siobhan est une sorte de sorcière qui exauce tous les vœux, une tracassin quoi. Elle veut dominer le monde avec son sabbat, rompre le patriarcat et sauver les femmes. Allez les points. Pouvoir. Elle en a plusieurs. Elle redonne la vie, faire des femmes des sorcières et manipule les visions, surtout celles d'Anna. Elle n'est pas capable d'enfanter et fait appel à des mères porteuses. Bref, 3 étoiles. Résistance. On va être clair, elle n'est pas forte. Elle a beau être puissante et immortelle, elle est terrassée à cause d'une simple formule magique, par un fantôme et Anna. Un seul point, pour le fait qu'elle tienne tête à tout le monde. Terreur. Tout le long de la saison, on voit rarement les gens être terrifiés par elle. Un médecin a peur d'elle juste parce qu'elle lui plante un ongle dans son cou, mais sinon, personne n'évite son regard. On pourrait penser qu'Anna est effrayée, car elle accepte tout. Mais Siobhan applique surtout une sorte de management toxique, et il est lié à cette idée qu'il faut souffrir dans le monde du cinéma pour obtenir un Oscar. C'est plus ce système qui terrifie que Siobhan. 0. Cruauté. Cette fois-ci, je vais être gentil. Elle mérite le max, car elle veut asservir les hommes et plusieurs fois, elle n'hésite pas à tuer ceux qui ne suivent pas ses règles et ne respectent pas leur contrat. Elle est prête à éliminer une rivale d'Anna pour que celle-ci obtienne l'Oscar. Et l'ultime malveillance, c'est qu'elle ordonne la mort de son fils pour tester l'une de ses disciples. Donc elle mérite un 5. Humanité. Le seul point que je pourrais citer, c'est son combat féministe. Elle aide les femmes dans un monde dominé par des hommes qui ont tous les pouvoirs. Même si en contrepartie, Anna, par exemple, doit lui donner un bébé démoniaque. Sinon, je trouve que son empathie est assez difficile à discerner. Est-elle sincère quand elle est gentille avec Anna? Bonne question. 2 cœurs. Moyenne, 9 sur 20 et 2 cœurs. Voyons le classement. En 5e position, Siobhan avec 9 points. Rasputin avec 12 points. Le loup avec 13 points. Et Emiden et l'homme branchi avec 16 points. Et la médaille du plus humain, c'est le grand méchant loup. Voilà. Il ne reste qu'à préparer le 2e épisode et j'espère vous retrouver. N'hésitez pas à me donner votre avis et me proposer des méchants très très méchants en commentaire. Merci. Rendez-vous pour le 2e épisode des méchants très très méchants.